Bonjour à tous. Désolée, on a eu un petit problème de son ordinateur. Donc là, normalement, vous me voyez et vous m'entendez. Si c'est pas le cas, il faut le dire dans le petit icône où c'est écrit converser en bas de votre écran. C'est aussi sur converser que vous pourrez nous poser vos questions plus tard pendant le webinaire, en faisant attention à bien s'adresser à tout le monde. Bienvenue à tous. Merci de participer à ce 4e webinaire du Pacte pour la transition. Moi, je suis Marie, je suis salariée du collectif Transition citoyenne qui porte le pacte. Et on a ici Julie, voilà, qui disparaît un peu de l'écran de temps en temps et qui aussi va animer ce webinaire avec moi et qui travaille aussi pour le CTC. Donc d'abord, juste 2-3 petits points pour comprendre le logiciel et après, on va directement passer au thème du jour. Alors, c'est moi qui ai la main sur le fait qu'on vous entende ou qu'on vous voit. Donc là, en fait, on n'entend personne et on ne voit personne à part nous. Et on vous donnera la parole plus tard dans le webinaire si vous le souhaitez pour faire des retours d'expérience. Et donc, pour poser des questions tout au long de la discussion, enfin du webinaire, il faut cliquer sur l'icône converser en bas de votre écran et vous adresser à tout le monde. Et ensuite, si jamais vous n'entendez pas, normalement, il faut aller en bas à gauche pour activer le son. Normalement, ça devrait être bon pour tout le monde. Voilà, donc là, je vais vous partager mon écran. C'est ça que je veux. Très bien. Comment je fais? C'est bon, hein? C'est bon. Oui, mais je veux faire comme ça. Alors, pour ce 4e webinaire, on va parler de démocratie. Et donc, à l'ordre du jour, on va d'abord vous faire 2-3 rappels sur ce qu'est le pacte pour la transition. Donc, le fonctionnement du webinaire, on vient déjà de le faire. Ensuite, on va avoir une première partie avec une de nos 2 expertes qu'on vous présentera plus tard sur les expériences de démocratie participative et de co-construction. Et ensuite, une deuxième partie avec une autre experte, ce sont que des femmes ce soir, qui va nous donner un peu son regard d'élu sur la co-construction. Et enfin, on aura une 3e partie où vous pourrez poser ces questions à ces 2 personnes concernant la thématique. Et ensuite, des questions plus larges sur le pacte et aussi nous faire des retours d'expérience sur vous, ce que vous faites avec le pacte, vos retours en tant que collectif local ou autre, tout ce que vous pourrez juger pertinent. Alors brièvement, le pacte, c'est 32 mesures et 3 principes pour construire la commune de demain, rien que ça. Donc ces 32 mesures, elles se veulent concrètes et applicables directement à l'échelle de la commune ou de la communauté de communes, afin donc de construire des communes plus écologiques, plus sociales et plus démocratiques. Et donc, le pacte pour la transition et ces 32 mesures sont d'abord destinés aux collectifs locaux qui se constituent pour ensuite animer des temps de débat et de diagnostic qui peuvent arriver plus tard. Un des objectifs principaux du pacte, c'est d'obtenir des signatures de ce pacte de la part des candidats aux élections municipales et des listes engagées. Je crois qu'il y a une question. Et voilà, une signature de pacte, ça engage 2 parties. La première, donc, un collectif local, et la deuxième, une liste candidate. Et une signature doit comporter au moins 10 mesures, sachant que sur chaque mesure, on a des fiches techniques, on vous en parlera un petit peu plus tard, qui contiennent 3 niveaux d'ambition et qu'on n'a pas de règles sur ces niveaux d'ambition. Ça peut être 10 mesures sur les plus bas niveaux d'ambition. Voilà pour les conditions de signature. Donc, le pacte pour la transition, c'est aussi un site internet sur lequel vous pouvez d'une part identifier les collectifs locaux qui existent déjà ou en tout cas qui sont en cours de structuration, sur lequel vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore fait, vous inscrire en allant sur la page s'engager et rejoindre un collectif s'il existe ou alors en créer un s'il n'existe pas. Vous pouvez aussi contacter le collectif de votre commune ou d'une commune avoisinante en écrivant à pacte les 5 chiffres du code postal auquel vous voulez vous adresser @liste.transition-citoyenne.org.
Et vous pouvez aussi accéder à de nombreuses ressources sur la page ressources. Voilà pour ça. Et plus précisément, sur la page... non, pardon, je m'égare. Et on a aussi, le Pacte pour la transition, c'est aussi un dispositif d'accompagnement des collectifs locaux. Donc, parmi ce dispositif, on a le webinaire auquel vous assistez ce soir. On a aussi une lettre d'information hebdomadaire qu'on vous envoie le lundi entre 16 et 18 heures, qui s'adresse exclusivement aux personnes qui se sont inscrites sur le site et au travers de laquelle on vous informe sur les nouveautés qu'on met en place. On vous partage des ressources qu'on trouve intéressantes, etc. Et on a aussi et surtout des fiches techniques qui sont associées aux 32 mesures et aux 3 principes transversaux du pacte. Ces fiches techniques, elles ont été rédigées par les partenaires, les 54 partenaires du pacte. Elles sont super, hein, je dis ça en tout bien, de manière totalement objective. Et elles reviennent, enfin, elles vous donnent des moyens d'action pour mettre en place ces mesures sur les communes. Elles vous donnent des exemples de communes qui l'ont déjà fait, une liste de ressources, un contexte autour. Enfin, vraiment, elles sont très complètes. Et en plus, on vous annonce aujourd'hui en avant-première que grâce à Julie, je vous la remontre parce qu'elle est très contente, c'est grâce à elle. On a 32 fiches techniques, ça y est, elles sont complètes, elles sont toutes belles sur le site internet. Donc, allez-y, faire un tour. Et pour finir, on a aussi un groupe Facebook, collectifs locaux, qui manque un peu de dynamisme, mais qu'on va essayer de dynamiser au maximum, sur lequel vous pouvez aller pour justement discuter entre vous et vous échanger et partager vos bonnes idées. Si vous avez des questions sur comment organiser une première réunion, comment discuter, amorcer le dialogue avec un candidat, c'est là-dessus qu'il faut aller poser vos questions. Là, on va pas tous les regarder, mais c'est les 54 partenaires du Pacte pour la transition. Et donc, voilà, on arrive au bout de cette brève présentation. Donc là, pour la suite, on va avoir jusqu'à 19h45 l'intervention de nos 2 expertes. Donc, on a Patricia Andriot qui est actuellement sur une autre réunion, qui va vite se dépêcher pour nous rejoindre, qui est donc une élue locale en milieu rural et qui est aussi vice-présidente du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, autrement dit RTES, et aussi Elisabeth Do, donc, qui va faire la première partie, qui, elle, contribue au programme Municipalisme, Territoire et Transition de Commons Police et Utopia. Pardon pour la prononciation. Et du coup, à l'issue de ces 2 parties, comme je disais tout à l'heure, il y aura la possibilité pour vous de poser vos questions via le chat et aussi de faire un retour d'expérience ah oui, c'est écrit en levant la main. C'est qu'en fait, si on va dans l'icône... comment il s'appelle cette icône, Julie ? C'est participant. Si on va dans participants, vous pouvez lever la main et dire « moi, je veux parler ». Mais bon, le chat, c'est aussi très, très bien. Du coup, hop là, je suis allée trop vite. Voilà, je vais arrêter de partager mon écran et je vais laisser Elisabeth dire bonjour et puis nous parler. Alors, il faut juste que je trouve Elisabeth dans ce flot de personnes. Elisabeth, tu peux le faire en haut. Ok, donc Elisabeth, c'est à toi. Super, bonsoir à tout le monde. Donc, comme je suis ravie de participer à cette conférence, j'ai également contribué au comité d'experts de rédaction des mesures du pacte et je suis très heureuse de voir les concrétisations et le fait qu'aujourd'hui il y ait cette dynamique qui prenne vie au plus près des territoires. Donc, je vais partager mon écran pour vous présenter donc quelques initiatives qui font le lien entre le volet démocratique en fait promu par le pacte à travers ces mesures et le principe B. Donc on est surtout sur les mesures finales du pacte de 28, 29, 30, 31, etc. Mais le principe B veut que ce soit un principe un peu transversal, dire qu'aujourd'hui, le souci de démocratie, il est au cœur du pacte parce que c'est aussi
par l'implication de tous et de toutes sur les territoires qu'on a un fort levier aujourd'hui de résilience et d'action pour affronter des enjeux sociaux, écologiques, économiques, etc. Donc l'idée, c'était de redescendre plus concrètement sur quel type de déclinaisons peuvent être inspirantes justement pour mettre en place ces mesures du pacte. Ces exemples concrets vont être très rapidement abordés ici parce qu'on a peu de temps et l'idée c'était de vous offrir un aperçu non exhaustif. Il y a des sites web qui pourront vous aider, il y aura ces références-là et on se tient à disposition pour les préciser après coup. Elles font aussi écho à un travail dont je me permets de donner juste une petite référence qui est un MOOC, un cours en ligne qui s'appelle La Commune est à nous et qui travaille justement sur la mise en visibilité de ces différentes expériences de démocratie locale et de démocratie radicale et on en retrouve un certain nombre d'entre elles dans la présentation que du coup je vais aborder avec vous tout de suite. Qu'est-ce que je voulais dire de plus pour commencer, pendant que je patauge avec mon partage d'écran. Ce qui était important de dire, c'est qu'ici, on parle de démocratie participative. Alors, c'est un mot avec lequel j'ai une grande prudence parce que en France, elle est synonyme parfois de de dispositifs plutôt descendants en fait, qui sont très institutionnalisés, qui viennent souvent de pouvoirs élus en fait, ce qui n'est pas un mal. Mais l'objectif aussi du pacte, c'était de voir comment on peut fonctionner aussi avec des initiatives un peu plus ascendantes qui permettent du coup alors, Julie ou Marie, en fait, il m'est indiqué que je ne peux pas démarrer mon partage d'écran pendant qu'un autre participant partage son écran. Donc, Ok, pardon, c'est moi qui l'ai activé parce que j'ai vu que tu n'y arrivais pas. Du coup, Ah, c'est à toi de faire le tien. merci. Tu veux que j'arrête et que tu fais ou... Eh bien, écoute, dans ce cas, non, je te laisse. Ok, ça je te me laisse va. continuer. Très bien. Vas-y, c'est toi. Merci. Voilà, donc la démocratie participative, ici, on va l'aborder sous l'angle de plutôt ce qu'on appelle parfois de démocratie d'implication habitante, à le Sangway, démocratie de co-construction, démocratie permanente de l'entre-deux élections. Ça repose sur un principe d'activation des énergies citoyennes, ça repose aussi sur un principe de repolitisation au sens noble du terme, comment on se saisit de ce qui se passe dans notre ville comme un enjeu qui nous concerne tous. En préalable à tous ces exemples en fait, que je vais présenter, je voulais rappeler que ces dispositifs n'existent pas s'ils ne sont pas couplés à de l'information et de la formation de tous et de toutes, qu'on soit élu, qu'on soit agent, qu'on soit habitant, que c'est un processus de montée en compétences collectives. Le deuxième principe que je voulais rappeler aussi, c'est que finalement, et c'est un principe qu'on a cœur à rappeler dans nos questions municipalistes, c'est que porter de l'attention au jardin démocratique, à la qualité du tissu social, militant, de l'éducation, c'est aussi important que de porter attention à ce qui se passe dans nos institutions, dans nos administrations et la façon dont on travaille avec les habitants. Donc, la première partie visait des dispositifs qui mêlent un peu de démocratie directe dans la démocratie représentative. Un premier exemple, c'est l'exemple des budgets participatifs. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus communément utilisés au niveau municipal. Alors, il y a un petit exemple ici qui montre comment ça fonctionne. Donc, les budgets participatifs reposent souvent sur l'utilisation d'une partie du budget d'investissement des communes. Sur lequel on sollicite l'avis et les idées donc des habitants. Et là, en fait, la spécificité de ces dispositifs repose aussi sur le fait qu'on élargit
le corpus des habitants qui peuvent formuler ces idées et ces propositions, qui sont souvent des personnes mineures ou tous les ressortissants du territoire, indépendamment du lien au fichier électoral, par exemple. Donc, on élargit cette base, c'est ça aussi qui est intéressant. Les habitants transmettent leurs idées qui sont ensuite regardées par les services de la mairie pour savoir si ça répond bien aux compétences de la mairie, si ça rentre bien dans le budget d'investissement de la mairie, si c'est pas une proposition discriminante, etc., etc. Donc, qui passe à la loupe des critères qui sont normalement préalablement connus par tous. Et puis ensuite, on soumet ça au vote des habitants du territoire pour sélectionner ces budgets. Donc, on peut se référer par exemple à la ville de Paris, qui a donc consacré un demi-milliard d'euros pendant ses 6 années de mandat au budget participatif. Là, la dernière session du budget 2019 a par exemple retenu la participation de 231 822 Parisiens, Parisiennes qui se sont prononcés. Il y a donc plus d'une centaine de lauréats en fait qui en ressortent. Donc voilà, je trouvais intéressant de partager ce dispositif-là, sachant que pour moi le plus important et l'intérêt du budget participatif, c'est qu'il a une vertu pédagogique. Il amène en fait à s'intéresser au fonctionnement d'une municipalité, fonctionnement d'un budget, comment on affecte les fonds, pourquoi faire, et puis comment passer de fameux intérêts individuels à l'intérêt général, comment on fait des projets qui peuvent être bénéfiques non pas seulement à moi, à ma rue, mais aussi à mon quartier, à ma ville, etc. Peut-être que je vais passer donc du coup rapidement au deuxième dispositif. Tout à l'heure, je parlais d'implication habitante et je trouvais ça intéressant de voir le fonctionnement, en tout cas de l'indiquer, de la commune de Loos-en-Gohelle, qui est donc dans un ancien bassin minier proche de Lille et qui a justement essayé de faire fonctionner sa municipalité, non pas seulement sur des dispositifs qui viennent uniquement de la mairie, mais de favoriser l'émergence d'une initiative citoyenne. Donc, ils ont initié un dispositif qui s'appelle le 50-50, le 50-50, en incitant en fait une association, un groupe d'habitants à formuler une proposition, une initiative qui améliore le cadre de vie à Loos-en-Gohelle. Et la municipalité, là aussi, regarde cette initiative et peut donc contribuer, donc 50-50, vous avez l'initiative, nous on vous aide à la réaliser. Donc elle soutient cette initiative soit techniquement, soit financièrement, et ensuite la réalisation et la gestion se font soit par les porteurs de l'initiative, soit conjointement avec la municipalité. Donc ça aide vraiment là aussi à remettre un peu l'initiative dans la balle et dans le camp des citoyens en se disant on est un peu co-responsable de ce qui se passe dans notre municipalité et pas seulement dans l'attente de ce que la commune ou les élus peuvent initier. Donc, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Je te remercie. On a cette fois-ci voulu pointer, en lien toujours avec les mesures du pacte, les dispositifs d'interpellation citoyennes qui peuvent exister. Alors aujourd'hui, dans le cadre justement du mouvement des Gilets jaunes, on a eu beaucoup de revendications pour favoriser le référendum d'initiative citoyenne, référendum d'initiative populaire, qui est déjà en place dans un certain nombre de pays, mais qui n'est pas aujourd'hui reconnu en France. Et donc, c'est quelque chose qu'on essaie de pousser. Et c'est une sorte d'innovation démocratique qu'a essayé de pousser la municipalité de Grenoble dans son actuel mandat à travers un dispositif d'interpellation et de votation d'initiatives citoyennes. Donc là aussi, on réintroduit un peu de démocratie directe au sein de la municipalité en se disant, nous, élus, on n'a pas forcément identifié tous les besoins, tous les enjeux, toutes les urgences de notre territoire et on habilite les habitants à nous faire remonter à un moment donné, dans le cadre de notre action municipale, les préoccupations qu'on aurait loupées à travers ce dispositif d'interpellation où donc des Grenoblois, donc là c'était aussi élargi à des mineurs à partir de 16 ans et également à des ressortissants étrangers habitant et vivant sur le territoire en disant 2000 d'entre eux
nous font part d'une pétition, on peut l'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal. Le conseil municipal soit l'approuve, soit décide de le soumettre à une votation citoyenne. Et si donc cette votation retient 20 000 votes des Grenoblois, ce dispositif donc est approuvé et passe. Et donc cette démarche-là a été récemment censurée par le tribunal administratif suite à un recours préfectoral en fait, et la sentence, j'allais dire le jugement du tribunal administratif explicite cette décision en disant que d'une part le conseil municipal ne peut pas se voir imposer une décision qui n'est pas une décision qu'il aurait prise lui-même, et encore moins de la part d'un corpus qui n'est pas le corpus électoral, donc il s'agit des mineurs et des ressortissants étrangers. Et donc j'aime bien me référer à ce dispositif-là parce qu'aujourd'hui sur les territoires, on a besoin de pousser ces innovations démocratiques, on a besoin de pousser cette force d'expérimentation locale qui vise à remettre un peu plus au centre les habitants et les habitantes largement entendus. Et donc, il y a un vrai enjeu à ce que pour les prochaines municipales et la prochaine mandature, il n'y ait pas que des collectivités locales comme Grenoble, mais qu'il y en ait aussi plusieurs qui portent cette ambition. Alors, il ne s'agit pas de foncer dans le mur de l'anticonstitutionnalité, mais de réfléchir aujourd'hui à un petit peu de souplesse et d'avancer au niveau local sur ces dispositifs-là. Donc, je veux bien qu'on passe à la slide suivante, Marie, s'il te plaît. Dans les autres dispositifs qu'on souhaitait mentionner et puis qui sont mis en référence dans les déclinaisons ou dans les fiches techniques des mesures du pacte, il y a ce schéma de gouvernance collégiale et participative donc, du village de Saillant. Donc, le village de Saillant dans la Drôme est un village de 1200 habitants qui est fort d'une mobilisation collective à l'encontre d'un projet de supermarché qui allait un peu tuer le centre-ville économique et la vie économique du village, a formé un collectif, a présenté aux dernières municipales un projet de liste, donc sans programme prédéfini, sans candidat prédéfini, qui a permis en fait d'instaurer après leur victoire un peu surprenante en 2014 un nouveau fonctionnement au sein de la municipalité en remettant les habitants au cœur du fonctionnement municipal. Et donc ce fonctionnement repose d'une part sur une collégialité, c'est-à-dire on fonctionne dans une équipe municipale. Il n'y a pas seulement mis en avant le seul maire, mais on est dans des binômes d'élus, y compris avec le maire et son adjointe. On remplace le bureau municipal par un comité de pilotage avec là aussi des binômes d'élus, des référents. Et dans la vie de la municipalité, on fonctionne sur une double organisation que sont les commissions participatives et les groupes action-projet. Donc les commissions participatives qui préparent, qui maturent une décision, qui travaillent en fait ce qui va être porté aux discussions d'un conseil municipal et qui peut faire l'objet de l'action publique locale. Et les groupes action-projet sont en fait le collectif qui mêle également les habitants à la mise en œuvre de ces projets-là. Donc voilà, je vous invite là aussi à regarder le site donc, du village de Saillant. On a un témoignage aussi dans le MOOC de cette équipe municipale qui explicite un peu plus ce fonctionnement-là. Donc, Marie, je veux bien passer, voilà, merci, à la prochaine. Cette prochaine slide, elle est à double objectif. Le premier qui était de dire qu'on peut aussi co-construire des programmes et des candidatures. Et là, dans le temps de l'élection, dans le temps préélectoral qui nous occupe en France pour les municipales de 2020, c'est aussi d'autres exemples qui peuvent venir inspirer. Mais c'est un exemple qui pointe aussi l'enjeu de l'intercommunalité, en disant qu'aujourd'hui, on peut réenchanter démocratiquement, localement et répondre à des enjeux écologiques, sociaux, de solidarité sur les territoires, mais tout ne se passe pas au niveau municipal. Le niveau municipal est aujourd'hui un niveau qui a transféré bon nombre de ses compétences et de ses ressources par la loi à l'échelle intercommunale, des agglomérations, des métropoles, et c'est là qu'aujourd'hui se prennent un grand nombre de décisions et que se dessine ce qu'on appelle un projet de territoire, donc qui regroupe ces groupements de communes. Et donc la proposition, enfin en tout cas l'exemple soumis ici était l'exemple des Grenopolitains, donc ces habitants qui ont dit pour la prochaine mandature, en fait, au niveau municipal,
on a envie que les élus municipaux qui vont être fléchés ou qui vont être plus tard nos élus métropolitains se saisissent de propositions qui viennent aussi des habitants sur la façon de voir le projet intercommunal et là où les habitants ne sont pas associés très directement à cette définition. Donc, par l'intermédiaire d'une technologie numérique, donc on appelle ça les civic tech en fait, donc là qui s'appelle Decidim en fait, qui est une plateforme numérique open source, non propriétaire, collaborative, qui est parfaite par les usages et par les usagers. Il y a donc eu depuis novembre 2018, tout un vent donc, qui a permis à des habitants des villages alentours et donc de toute la métropole grenobloise de soumettre leurs propositions pour concevoir un projet donc, de métropole solidaire et de transition, etc. Et la dernière... Merci. La dernière, je vois que je fais attention au temps. La dernière proposition, en fait, la dernière exemple déclinaison concrète, elle est plus expérimentale et c'est un clin d'œil très volontaire qui se rapporte à la mesure qui 29 du pacte sur le projet de création d'une commission extra-municipale ou extra-intercommunale du temps long. Alors, pourquoi on la met en avant ici? Pourquoi on la discute? Parce qu'aujourd'hui, donc, on est pris avec entre des conflits d'urgence et à la fois de long terme, et la nécessité de mieux en prendre compte à la fois dans les projets de construction à fort impact sur les territoires, des centres aquatiques, des grandes installations urbaines, des grands aménagements, qui imprègnent aussi toutes les décisions locales. Aujourd'hui, c'est un nouveau paradigme, une autre grille de lecture qu'on doit pouvoir intégrer aussi dans nos façons de prendre les décisions locales, et puis qui est aussi certainement un impact dans l'organisation de nos communes et de l'intercommunalité pour savoir comment on va le prendre en compte. Alors, répondre à l'urgence, comment ça peut se faire? Prendre en compte le temps long, prendre en compte les impacts sur les générations futures, sur le vivant, prendre aussi la mesure des enjeux sociaux et écologiques et de ce qui génère localement. C'est cette proposition qui s'inspire de travaux qui ont été menés par Dominique Bourg, Loïc Blondiot, Marianne Cohendé et bien d'autres sur cette réflexion d'une démocratie du XXIe siècle et d'une assemblée citoyenne du futur. Donc, ces réflexions ont été menées en fait à l'échelle nationale et elles ont été très peu menées au niveau local. On a un exemple un peu plus concret qui s'y rapporte, qui est donc le conseil participatif intercommunal de la métropole, donc à Mulhouse en fait, qui partit d'un plan climat a débouché sur un travail de plus long terme pour définir les 10 ambitions qui vont inspirer donc le territoire sur ces enjeux de plus long terme et de générations futures. Et donc l'idée c'est de se dire aujourd'hui de façon expérimentale comment vous saisiriez cette nouvelle instance qui suggère une instance hybride, consultative, qui rassemblerait à la fois des habitants, des élus, des experts, des associations, pour justement que cette grille de lecture du temps long soit un peu plus présente dans le fonctionnement municipal. Donc, voilà les quelques exemples que je voulais aborder ce soir. Je vais laisser la parole et reprendre la main à Marie et Julie. Trop bien, merci beaucoup Patricia. Le timing était parfait. Elisabeth, je suis désolée, je confonds les prénoms en plus, c'est pas cool. Est-ce que oui, vous me voyez bien? Ok, parfait, désolée. Du coup, maintenant, on va passer à la partie 2. Et du coup, c'est Patricia qui va pouvoir d'abord, dans un premier temps, pourquoi pas commenter ce qu'Elisabeth vient de dire de son point de vue d'élu, si elle a un retour qu'elle veut faire, et ensuite nous raconter un peu ce qu'elle a envie de nous raconter ce soir en termes de co-construction. Donc, il faut juste que je trouve Patricia dans la liste, qui est là. Et la voilà, c'est à Patricia de jouer. Bonjour Patricia. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est très bien. Parce que j'ai eu plein de soucis pour trouver un lieu le moins bruyant possible et au moment où je dois commencer de parler, mais je pense que ça va s'arrêter assez vite, il y avait les cloches qui sonnaient, donc c'était une affaire un peu compliquée. Vous m'entendez correctement? Ouais, c'est parfait. Ça va? Ok, très bien. Bonjour à tous, merci, excusez-moi d'avoir pris des choses un peu en route. Du coup,
Est-ce que tu peux nous redire vite fait qui tu es et ce que tu fais? Ouais. Donc, Patricia Andriot, moi, je suis élue dans une commune de 350 habitants, je suis première adjointe. Et donc, à ce titre, je siège à l'intercommunalité, donc en zone très rurale dans le pays de Langres, en Haute-Marne, au nord de Dijon, que les gens connaissent plus, et dans un lieu qui va accueillir le 11e parc national. Vous m'entendez? Oui. Un air inquiet. Et donc, je suis à l'intercommunalité et aussi au pôle qui regroupe 3 communautés de communes. Notre problématique, donc, c'est l'hyper-ruralité. Et à ce titre, je siège au réseau des territoires pour une économie solidaire, qui est un réseau de collectivités qui réunit des départements, des régions, des communes, des agglos, donc des collectivités de différents niveaux, pour défendre les politiques publiques en faveur de l'économie sociale et solidaire. Voilà un petit peu pour les présentations. Voilà. Ça marche. Je vais te partager mon écran comme ça, ouais. Après tu peux discuter. Hop. Voilà, c'est à toi. Voilà. Donc, quelques éléments qui vont illustrer, venir peut-être concrétiser le propos précédent qui était très riche. Donc, ce que moi, j'ai tendance à penser, c'est que, alors, mon propos part beaucoup de l'économie sociale et solidaire, même si ça n'est pas toutes les questions de démocratie participative et qu'on peut faire beaucoup de choses en matière de démocratie participative et d'association des citoyens en dehors de l'économie sociale et solidaire. Mais on a tendance à penser que cette modalité d'économie est une façon de produire de la richesse et de la répartir surtout, qui intègre fondamentalement l'homme, le citoyen, et qui du coup a une logique de démocratie participative intrinsèque. Aujourd'hui, quand on est élu d'une collectivité, en milieu rural, mais pas qu'en milieu rural, moi, ce que je crois, et j'y suis confrontée très concrètement assez souvent, c'est qu'en fait, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. On est soumis à des défis qu'on ne sait pas bien régler ou qu'on ne sait parfois pas du tout régler. Par exemple, sur notre territoire, dans notre communauté de communes, il y a 3 ans, une commune n'a pu distribuer son eau, une alimentation potable en eau, parce qu'il y avait une pollution d'origine agricole. Et en fait, la communauté de communes a été interpellée, et c'est le genre de problème. Alors, on a su distribuer de l'eau, mais n'empêche que pour régler le problème qui impliquait de changer les systèmes de production agricole attenant au captage en eau, c'est beaucoup plus compliqué, et notre collectivité n'avait à la fois pas les compétences, pas forcément les moyens, et pas forcément même le savoir-faire ou l'envie. Et cet exemple très concret, je pense qu'aujourd'hui, dans les périodes de transition digitale, écologique, du travail, enfin qu'on vit, il faut, et je pense que c'est pas implicite de reconnaître et de dire les élus ne savent pas faire, ce qui est quand même un changement de paradigme important, parce qu'on part d'une situation où globalement il y a de la part des élus l'idée que parce qu'on est élu, on a le pouvoir, on a les moyens budgétaires, et donc il suffit de les distribuer, mais c'est pas du tout ça en fait. Et puis que on sait faire et qu'on est décideur. Mais il y a aussi de la part des citoyens une position ambiguë, parce qu'il y a à la fois des citoyens qui demandent plus d'associations et qui a un enjeu de co-construction évident, mais il y a aussi pas mal de personnes. On a organisé des débats dans le cadre des Gilets jaunes sur notre commune, et il y a quand même beaucoup de gens qui se disent mais vous avez été élus, débrouillez-vous avec les problèmes, quoi. Et donc il y a un rapport un petit peu ambigu. Donc il y a à la fois une vraie attente des citoyens, on voit plein de mouvements de la société civile qui s'impatientent devant l'inertie de la décision politique qui est réelle, mais il y a quand même aussi ce que j'expliquais là, ce discours, mais débrouillez-vous, c'est pas notre problème, parce que actuellement, et on va se trouver confronté à ce problème en mars 2020, au moins en zone rurale, on a un vrai problème d'engagement de gens, pour trouver des gens qui acceptent d'aller dans les municipalités. Donc, faut comprendre ça. Donc, il y a une espèce d'ambiguïté de l'engagement, mais il y a aussi une assez difficile, de la part des collectivités ou des pouvoirs publics, une assez difficile acceptation quand même de contre-pouvoir. Donc, ce que je trouve important de retenir dans ces logiques-là, c'est quand même cette notion d'ambiguïté, voilà, et de paradoxe. Alors, sur la difficile acceptation du contre-pouvoir,
je voulais citer par exemple l'exemple de la politique agricole commune. J'ai deux exemples qui me viennent en tête sur ce sujet. Alors, il se trouve que je n'ai pas dit, mais je suis aussi au niveau national, je travaille au ministère de l'Agriculture sur un programme européen, le FEADER, donc le réseau rural national. Et à ce titre, je vois un petit peu quand même comment se passent les discussions actuelles pour la future politique agricole commune. Et je me rends compte que même en mettant en place la loi Egalim, où on a associé quand même les structures, globalement, par rapport aux futurs enjeux de la politique agricole commune, où il y a un vrai débat et une vraie attente de la société, il y a quand même une grande réticence des pouvoirs publics là, d'une institution nationale à associer. Parce que, en fait, alors un peu parce qu'on a des idées toutes faites sur comment doit être la future PAC, et voilà, c'est très technique, donc je ne rentre pas dedans, mais il pourrait y avoir des questions, mais aussi parce que quand même, on se rend compte que du point de vue d'une administration centrale, on ne sait pas vraiment faire avec ces structures alternatives. On sait assez bien faire avec les organisations professionnelles agricoles classiques, FNSEA, Chambre d'agriculture, mais quand on a affaire à des acteurs issus de l'économie sociale et solidaire sur l'alimentation et tout ça, on sait beaucoup moins faire. Je cite un autre exemple sur ma communauté de communes où on a beaucoup d'associations relatives à l'enfance. On a développé une politique de service public à l'enfance assez importante. Et aujourd'hui, on est quelques-uns à pousser au sein de la communauté de communes le fait qu'il y ait un vrai dialogue de gestion avec les associations qui sont porteuses des services à l'enfance. Ce n'est pas des DSP. Pour le moment, on a réussi à bagarrer, à maintenir des contrats d'objectifs. Mais là aussi, je vois que très souvent, des collègues élus, dans la construction de ce dialogue de gestion, ils ne sont pas très à l'aise parce qu'il y a quand même l'idée que les associations viennent demander des sous, enfin voilà. Donc, un rapport ambigu des pouvoirs publics, mais pour autant, comme je le disais au tout début, je réinsiste pour dire qu'aujourd'hui, face aux problématiques de transition, il faut bien comprendre que les élus ne savent pas faire, ne peuvent plus faire seuls et que la co-construction, elle est absolument indispensable. Je vous parle dans des conditions un peu particulières parce que je vous ai rejoint tard, j'étais justement à un atelier là à Bruxelles dans le cadre de Strasbourg, capitale européenne, où c'est aussi ce qu'on discutait et c'est le constat partagé, y compris dans plein de pays d'Europe. Et je trouve qu'il faut, de la part du monde élu, admettre et entériner ce changement de posture qui est plus celui d'animateur, d'assembleur, de mise en relation sur un territoire que de décideur. Mais il faut aussi qu'il y ait cette attente de la part du citoyen. Peut-être on peut passer alors à la diapo suivante. Donc là, j'ai expliqué pourquoi, de mon point de vue, quand on est élu, on a impérativement besoin d'apprendre et de faire ensemble. Parce que pour répondre à des questions, j'ai cité l'enfant, j'ai cité des questions alimentaires sur un territoire. Je veux dire, une collectivité, aujourd'hui, elle peut décréter qu'elle va faire un projet alimentaire territorial, qu'elle va changer l'alimentation sur son territoire. Elle a une marge de manœuvre un peu avec la commande publique qu'elle passe et c'est déjà pas mal. Mais en vrai, si elle décrète ça toute seule et qu'elle fait dans son coin, elle fera pas. Elle va passer des marchés publics. Si elle n'a pas travaillé en amont avec les producteurs, c'est ce qu'on fait sur le territoire où je suis élue, on est en train de monter un pacte, mais on a fait des réunions en amont avec les producteurs pour leur demander qu'est-ce qu'ils attendaient de la collectivité, quels étaient leurs principaux freins et leurs principaux leviers. On a fait la même chose avec les utilisateurs, les responsables de cantines scolaires. Vous voyez, le seul outil on passe à une commande publique, je veux dire, on le fera, ça ne marchera pas, on n'aura pas de réponse, les gens, parce que derrière, les filières ne sont pas organisées, on n'a pas les quantités produites suffisantes. Donc, il faut bien cette contribution et cette co-construction en amont. Pour autant, quand on arrive à créer cet écosystème de co-construction et à travailler ensemble, on a besoin d'outils. Et aujourd'hui, un constat, c'est que les outils de la co-construction, ils n'existent pas, mais je suis un petit peu dure, existent, mais on fait quand même du bricolage. Actuellement, quand on est collectivité, on a 3 outils pour dialoguer avec la société civile, les associations, quand on veut mettre en place des politiques publiques et essayer de co-construire. On a soit la subvention, mais la subvention, c'est fait pour soutenir une structure sans passer de commande. Donc, on la reconnaît dans ses fonctions, dans son objet, et ce n'est pas un objet de co-construction. On soutient une structure parce qu'on considère qu'elle a une vraie utilité sur le territoire. Sinon, l'alternative la plus connue, c'est la commande publique. Et là, c'est la collectivité qui passe une commande, mais les règles de la commande publique imposent de définir des règles précises. Donc, on n'est pas dans la co-construction. Ça veut dire qu'on sait déjà ce qu'on peut faire. Donc, dans cet entre-deux,
pour faire ce que je disais, c'est-à-dire, parce que dans la réalité des cas, en fait, souvent une collectivité elle a une idée. Je vous ai parlé de mon problème de l'eau tout à l'heure. On veut par exemple animer et créer des services à l'enfance. Voilà, on veut créer un projet alimentaire territorial. Mais quand on a cette idée, pour autant, je vous le disais sur l'exemple des projets alimentaires territoriaux, on n'a pas les solutions seules. Donc, on a bien besoin de discuter en amont. Et l'outil de la commande publique n'est pas vraiment fait pour ça. On est obligé de bricoler. Donc, alors, on a les conventions d'objectifs, les appels à manifestation d'intérêt, qui sont aujourd'hui des outils qui sont à peu près reconnus, mais quand même derrière l'appel à manifestation d'intérêt, quand on engage beaucoup d'argent, il faut bien passer par la commande publique. Et pour organiser et officialiser, formaliser cette étape de discussion en amont, on a ça. Mais au RTES, on revendique vraiment la création d'un outil plus adapté. On l'avait d'ailleurs fait passer dans la loi Hamon, mais ça n'a jamais été transformé en décret, pour pouvoir vraiment officialiser cette discussion. Et le fait que la collectivité, elle exprime un besoin, et elle est là pour relater un besoin, une idée de besoin des citoyens, mais qui doit être affinée, précisée par ces mêmes citoyens qui le vivent au quotidien. Ce n'est pas la collectivité qui peut décréter le besoin tout seul. Et après, on a besoin d'inventer ensemble pour créer les outils. Et donc, ce que nous, on dit, c'est qu'il faut être créatif. Et donc, on a des discussions et on essaie de participer à tous les groupes de travail qu'on peut avec Bercy pour créer un outil entre la commande publique et la subvention qui institutionnaliserait cette co-construction possible du point de vue juridique. Évidemment, on n'est pas très entendu et Bercy n'est pas très ouvert à ça à ce stade. Et l'autre chose aussi qu'on dit, c'est qu'on veut revendiquer le droit à l'expérimentation. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit au début, on est face à plein de problèmes qu'on sait mal résoudre, on est face à des transitions, donc il faut inventer des nouveaux modèles. Et aujourd'hui, les outils juridiques et de droit et financiers dont une collectivité dispose ne sont pas faits pour ça, sont faits pour faire prendre le moindre risque possible sur tout euro dépensé. Et pour être efficace sur tout euro dépensé. On sort de décennies d'assessment, d'évaluation des politiques publiques où, en gros, on est martelé par l'efficacité de l'euro dépensé. Et on a perdu de vue le fait que une politique publique, un pouvoir public, il doit aussi être là pour expérimenter, faire des essais et des erreurs et donc prendre des risques. Et aujourd'hui, les outils permettent mal cette prise de risque. D'où le fait que nous, on revendique à nouveau le droit à l'expérimentation. Ça nous semble quelque chose d'important. Je recite l'exemple dans ma collectivité sur les services à la petite enfance, parce qu'aujourd'hui, plein de collectivités sont confrontées à ça. Quand elles lancent des marchés publics pour mettre en place des centres de loisirs à l'enfance, des crèches, etc., elles ont l'habitude de travailler, c'est notre cas, avec des associations qui font bien le boulot, qui relèvent de l'ESS, donc qui ont des conseils d'administration qui intègrent les parents, etc. Quand on passe une commande publique, on prend toujours le risque qu'il y ait un moins-disant qui vienne et qui répondent, qui viennent de la région parisienne, je dis ça parce qu'on a eu le cas concret là, mais qui soit un service privé qui soit un service privé qui s'aligne sur le plan budgétaire, mais qui ne va pas du tout rendre le même service d'ancrage territorial. Voilà, donc on peut passer peut-être à la troisième diapo. Le dernier point que je voulais développer dans ce premier exposé, c'est qu'il faut aussi comprendre qu'il y a un vrai… Pour faire la co-construction, ça a un coût et on a un besoin d'ingénierie de la co-construction. Et aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte dans les budgets, ce n'est pas pris en compte dans la comptabilité publique, c'est évidemment du coup pas financé. Et je pense que quelque chose qui est important, c'est de revendiquer et de développer une ingénierie territoriale. Et je pense que c'est des enjeux importants à développer qui font des liens avec des… J'ai pas redit à chaque fois les liens que ça faisait avec les mesures du pacte, mais il y a dans les mesures du pacte des choses qui couvrent à ça. Et parce que sinon, aujourd'hui, les collectivités, quand elles ont un problème, elles font quoi? Bon, soit dans le meilleur des cas, elles font de la co-construction, mais très souvent, elles font une étude où elles appellent un prestataire qui est souvent payé assez cher, qui vient pas forcément du territoire et qui, je caricature parce que je travaille aussi beaucoup avec des sous-traitants qui font du bon travail, donc attention. Mais quand même, ça peut arriver qu'on a quelqu'un qui plaque un modèle d'un territoire à l'autre. Très concrètement, sur la communauté de communes où je suis, on a eu, comme toutes les communautés de communes en France depuis la loi Labbé, à passer au zéro phyto, et on avait décidé d'anticiper. Évidemment, on n'avait pas les compétences parce qu'en gros, le réflexe premier de la collectivité, c'est on va acheter une machine à 200 000 € qui, en plus de faire le balayage des communes, va nettoyer les filets de trottoir. Et nous, on était quelques-uns à dire, mais ce n'est pas une réponse outil, il faut changer l'approche
qu'on a du regard des mauvaises herbes dans les villages, il faut réenherber, enfin voilà. Donc il y a besoin d'un travail collectif avec les habitants. Et on n'avait pas les outils pour ça. Et il y a un collectif d'associations du territoire qui ont associé une structure d'insertion qui faisait de l'entretien d'espaces verts dans les villages, un organisme de formation, une SCOP qui est étayé à cette structure d'insertion, mais aussi une association culturelle qui projette des vidéos pour faire un travail de sensibilisation de la population, et donc qui sont regroupés pour développer un collectif qui s'appelle la Gare, parce qu'ils sont installés dans une ancienne gare aussi, le groupement des acteurs ruraux pour une éco-activité, et dont nous on attend, moi je trouve que ça doit être l'outil d'ingénierie territoriale, et on essaie à quelques-uns de défendre au sein de la collectivité. Je ne suis pas dans la majorité de la communauté de communes. C'est ça que je dis souvent, on essaie, même si on est en milieu rural et qu'il n'y a pas, c'est pas une logique politique, opposition, enfin quand même, à l'heure qu'il on a un peu de mal à faire passer nos idées, mais on essaie de dire il faut absolument soutenir et mettre des moyens sur cette structure pour développer notre propre ingénierie territoriale et pas aller faire chaque fois appel à des cabinets de consultants qui prennent beaucoup plus cher. Et du coup, on aura une démarche participative incluant les habitants qui sera bien plus vertueuse et qui sera moins coûteuse aussi. Voilà peut-être ce que je pouvais dire à ce stade avant d'attendre des questions pour illustrer comment, du point de vue de l'élu, on aborde la question de la co-construction qui est indispensable, mais pour laquelle aujourd'hui on n'est pas très outillé, il faut le dire. Il y a une méfiance, un peu quand même. On n'a pas les outils juridiques ou réglementaires et on n'a pas l'ingénierie non plus, ou en tout cas on balbutie. Je ne dis pas qu'on n'a rien parce qu'on fait des choses, mais il faut aussi prendre conscience que toutes ces choses sont des conditions de développement de la démocratie participative et on a besoin de travailler sur ces aspects-là pour avancer, en tout cas du point de vue d'une élue. Merci beaucoup, Patricia, pour du coup, ce regard sur la co-construction. Elisabeth, est-ce que tu veux brièvement compléter ce qui a été dit? Elisabeth, je te retrouve. Activé. Tu dois pouvoir parler. Voilà. Merci beaucoup, Patricia, pour cette intervention. Moi, j'avais juste envie d'aller dans ce sens et de dire qu'effectivement ces problématiques elles sont partagées, et elles sont partagées en France, mais elles sont partagées aussi autour de nous au niveau municipal, y compris en Europe. Que par rapport à ces besoins d'outils juridiques, en fait, ça touche tout le champ de la démocratie participative ou de l'implication citoyenne. Ça va du cadre assurantiel à la responsabilité pénale et aux outils et à l'ingénierie que ça suppose en amont. Je trouve que du coup, il y a un vrai effort aujourd'hui. Voilà, merci Yannick, c'est ce que j'allais mentionner. Dans le champ des communs, il y a des ressources très, très inspirantes en fait, avec ce qui se passe en Italie, avec les partenariats publics habitants, avec les pactes de Bologne, ces règlements de coopération, avec tout le travail que documente Olivier Jaspard en fait sur des efforts juridiques liés au commun qui ont déjà nourri des réflexions, par exemple, d'applications concrètes dans une ville comme Grenoble. C'est un travail que font aussi Remix de Commons et puis la 27e région. Donc voilà, il y a un champ là-dessus à pousser, et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure par rapport à d'autres formes d'expérimentation locale comme la pétition citoyenne, la votation citoyenne et bien d'autres. Aujourd'hui, on a besoin d'un groupe de collectivités qui aussi va défier un peu les bornes de ce cadre institutionnel et juridique qui devient un peu contraignant, là où il y a besoin d'en repousser les frontières. Et la deuxième chose, c'est effectivement de ne pas avoir, dans mon propos, je ne l'ai pas dit en introduction, de ne pas avoir non plus une attitude ou une approche angélique, de ne pas se dire que tout le monde a envie de participer, que tout ça c'est facile, et donc de remettre aussi ce climat de défiance, de méfiance qui est bien présent. Et dans ce cas, je verrais qu'il y a aussi une approche de progressivité et de maturation en fait à garder en tête.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de vivacité à l'échelle locale et dans le cadre des prochaines municipales, et je trouve ça très positif parce qu'au final, ça montre aussi qu'il y a de nombreux collectifs, il y a de nombreux acteurs qui apprennent à travailler ensemble avec des postures plus coopératives, plus collaboratives, et qu'il y a une maturation, un changement des imaginaires, des représentations aussi du rôle du politique, du rôle des élus, du rôle des habitants, de comment on peut fonctionner ensemble, et que tout ça sont des frontières un peu plus subtiles, qui sont aussi en train de bouger et favorablement, et je crois que voilà, c'est bien aussi de le dire, même si ça reste voilà, des signes un peu parfois marginaux, mais voilà, je trouve qu'il y a un souffle assez positif dans ce sens-là. Super, merci beaucoup Elisabeth. Du coup, pour tous, si vous voulez poser des questions à nos intervenantes donc sur ce qu'elles ont dit sur la démocratie, la co-construction, des choses qu'elles n'auraient pas dit, si vous avez des questions sur les mesures qui portent sur la démocratie dans le pacte et sur ce que ça signifie de co-construire avec les élus, c'est maintenant. Sur le chat, donc pour ceux qui sont arrivés après le début, vous cliquez sur l'onglet « Converser » et vous retrouverez un petit chat. Vous pouvez taper en écrivant à tout le monde. Et pour compléter ce qu'a dit Elisabeth, c'est parce qu'il y a besoin d'innover, de mettre en place des nouvelles choses, que dans les mesures du pacte, on a essayé de mettre à la fois des choses qui sont possibles et pour répliquer des choses qui ont déjà été mises en place dans d'autres communes, et aussi peut-être d'essayer d'aller plus loin en innovant des choses qui n'ont pas été encore mises. Et Patricia voulait compléter quelque chose par rapport à l'intervention d'Elisabeth. Et on te donne la parole. Là, tout de suite. Ça ne marche pas. Ah, voilà. Un point par rapport à ce qu'a dit Elisabeth, juste à la fin, c'est qu'effectivement, nous, on baigne, les exemples qui ont été présentés sont remarquables et connus. Nous aussi, avec le RTS, on baigne plutôt dans des exemples vertueux et on est entre élus qui nous interrogeons là-dessus. Mais je peux vous dire que dans la communauté de communes où je suis, où il y a 68 communes pour 7000 habitants, c'est compliqué. C'est vraiment, c'est ce qu'a dit Elisabeth. Il ne faut pas non plus se laisser aveugler par les initiatives qui se multiplient, et c'est important. Mais globalement, dans la réalité de chaque décision, c'est quand même une bataille de pied à pied, et ce n'est pas encore le mainstream culturel, en tout cas. Ou alors, je sais qu'il y a certains territoires où ça essaime, mais je pense que c'est important de ne pas perdre de vue ça, parce que sinon, on tombe vite dans l'entre-soi, et voilà, on perd de vue peut-être un sens des réalités. Alors, le RTES, c'est le réseau des territoires pour une économie solidaire. Donc, réseau des territoires pour une économie solidaire qui réunit 130 collectivités qui ont des politiques publiques actives en faveur de l'économie sociale et solidaire. Et il y a quelqu'un qui posait la question de groupe d'élus. Alors, le réseau en est un, puisqu'on a à la fois, ça fait partie de notre discussion. Et il y a aussi un groupe d'élus, la FEV, qui réunit l'ensemble des élus écologistes, pas forcément de LV, ou qui ont des orientations écolo, et qui est un groupe qui a des échanges et des forums très pratico-pratiques pour la mise en place de solutions très concrets. Merci. Merci. Du coup, une question de Thomas. Par quel petit pas, donc par rapport à une mesure, commencer pour introduire un zeste de démocratie participative dans des fonctionnements aux antipodes et des contextes très étrangers, voire hostiles? Bon, déjà, je peux te dire que après tous les petits pas, on a essayé de les rassembler dans la mesure 28, dont j'ai oublié le nom. Mais est-ce que Elisabeth ou Patricia veut compléter sur un petit pas pour faire plus de démocratie dans la commune? Elisabeth, qui lève la main. Et c'est bon là? Ouais. Oui. D'accord. Pour moi, je pense qu'il ne faut pas être déçu par l'envergure et se dire moi demain je vais être comme une commune comme Kingersheim ou comme je ne sais quoi. Ça peut être très décourageant en fait. Et je crois vraiment aux petits pas qui commencent par déjà tester des fonctionnements à des échelles
infime, que ça soit individuel, familial, collectif, dans une association. Peut-être tester d'autres méthodologies de prise de parole, de débat, de discussion, soumettre des idées, voir comment à plusieurs, des fois, on arrive en s'écoutant et en se parlant autrement à résoudre ou à ouvrir en fait un champ de proposition ou voilà, à se rendre un petit peu plus fort. Donc pour moi, les petits pas, c'est déjà tester dans son groupe local au niveau du pacte, peut-être d'autres façons de discuter ensemble de ce qui se passe sur la commune, de comment s'envisage la campagne, des propositions qui nous tiennent à cœur, de comment essayer de dialoguer déjà avec des élus ou des candidats sur l'une ou sur l'autre. Mais voilà, pas de découragement par rapport à l'idéal. Et je me dis, voilà, déjà des petites choses, des petits outils, des nouvelles façons de faire, c'est déjà un grand pas. Et qu'est-ce que ce serait une première petite chose à demander à mettre en place ou à suggérer de mettre en place dans la commune? Pas de... Ah ok, t'as plus de micro. Je te retrouve, Elisabeth. Ouais. Voilà, pardon, je m'étais mise en sourdine en fait. Pardon, la question, excuse-moi. Ah oui, qu'est-ce que ce serait un petit pas à demander à... Enfin, qu'est-ce que ce serait la première chose à demander aux élus, aux candidats de mettre en place dans la commune? Déjà, c'est difficile d'arriver avec ça. Enfin, déjà, je pense que montrer qu'on a une force de dialogue à l'extérieur de la commune, une force de proposition, une ouverture, c'est déjà une façon de le faire. Je pense que exiger une force de changement sans se l'appliquer à soi-même, c'est aussi difficile. C'est peut-être rentrer dans un rapport de force. Voilà, montrer qu'il y a un intérêt, qu'il y a un collectif, qu'il y a déjà du dialogue, qu'il y a déjà une vision de ce qui se fait, un intérêt, une motivation. Je trouve que c'est déjà un premier pas. Et après, je trouve que toutes les inspirations sur les sortes de conseils, conseils participatifs, commissions participatives qui apprennent sur des tout petits projets de la commune à faire intervenir les habitants pour donner leur avis, contribuer aux réunions, etc. C'est aussi une façon de les impliquer et de voir que ça peut marcher. Ok, merci. Du coup, à commencer à faire une autre forme de dialogue et derrière l'appliquer à des projets. Il y a François qui dit qu'un premier pas pourrait être les conseils de quartier, mais il faudrait ensuite les écouter. Donc, c'est aussi quelque chose d'important de mettre ensemble participation et le fait que ce soit vraiment pris en compte derrière. Patricia, je vais te donner la parole. Oui, juste sur cette question des petits pas, du point de vue quand on est élu, je pense que c'est bien de se saisir des problèmes, enfin quand concrètement il y a un souci dans une commune, dans une communauté de communes, c'est quand même souvent une occasion pour prendre les choses et créer un débat. Je trouve que c'est bien d'avancer en fonction de quand les problèmes exprimés par les citoyens se lèvent. Et du coup, de ce point de vue-là, la pression et la position de la demande citoyenne, l'alerte citoyenne, elle est quand même extrêmement importante, quoi. Et même si les collectifs d'élus oublient parfois d'être à l'écoute, c'est vraiment important qu'il y ait cette pression tout le temps. Et puis après, au sein de collectivités, ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de trouver des alliances, c'est-à-dire de repérer des quelques élus qui sont un peu plus sensibles, qui ont des problèmes similaires dans leur collectivité, pour avancer. Mais par exemple, dans notre village, on a avancé, quand on est passé au zéro phyto, on a eu pas mal de soucis, comme plein de communes, dans le cimetière, parce que c'est très délicat. On a organisé une journée où on a associé l'ensemble des citoyens qui le voulaient pour nettoyer. Et du coup, ça a vraiment déclenché des discussions et une vraie prise de conscience. Donc, je trouve qu'il faut se saisir d'occasions et de problèmes concrets. Merci beaucoup. Du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser et que ce soit à la fois sur
donc, la démocratie, co-construire, mais aussi, j'imagine ce qui peut être vos problématiques actuelles qui sont d'aller échanger avec les élus pour leur proposer de co-construire les programmes. Et vous avez une élue, une experte sous la main, donc si vous avez des questions sur comment bien aborder un élu et si vous avez des problématiques sur cette démarche de co-construction des programmes, n'hésitez pas à les poser. Et également, si vous avez des retours sur ce que votre collectif fait en termes d'échanger avec les élus, de co-construction et de se saisir des questions de démocratie, ça nous intéresse. Donc, n'hésitez pas à lever la main en cliquant. Je ne trouve plus en fait. Sur. Bon, il faudrait que je vous retrouve, on vous l'écrit dans le chat pour lever votre main. Elisabeth lève la main sur l'écran et sur le chat. Oui, c'est surtout pour poser une question et aller dans ton prolongement, Julie. Moi, je suis très à l'attente aussi de vos retours sur les mesures du pacte, tout ce volet démocratique. Est-ce qu'elle vous parle? Par quel bout vous avez envie de le saisir et vous trouvez que c'est saisissable dans votre groupe local ou sur votre territoire? Est-ce qu'il y a des mesures qui vous parlent plus que d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous paraissent inatteignables malgré les différents niveaux? Enfin, comment vous vivez ça en fait sur cet aspect un peu de co-construction avec les habitants, les commissions, les dispositifs qui ont été présentés et mis en avant dans le pacte? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent saisissables ou qui ont commencé à vous agiter en fait là où vous êtes? En tout cas, moi, je suis très curieuse de savoir comment vous le vivez, comment vous le retournez et vous le saisissez, vous, dans votre propre contexte. Alors, Rémi demande ou dit, dans une commune, il peut y avoir des intérêts différents entre citoyens. Les élus ont alors tendance à trancher dans un sens ou un autre. Comment peut-on faire en sorte que les élus organisent des réunions où on va rechercher un consensus? Est-ce que l'une d'entre vous souhaiterait répondre? Patricia, peut-être? Elisabeth? Ah, Patricia, désolée. Je te donne le micro. Ouais. Et c'est une bonne question. Et effectivement, de toute façon, à un moment donné, forcément, la prise de décision revient à pas forcément contenter tout le monde, mais toute la question est celle de l'amont. Et c'est souvent cette étape-là qu'on a tendance à squeezer parce que ça prend du temps, ça ouvre des perspectives, enfin, ça met de la complexité, c'est évident, mais ça permet de mieux répondre aux choses. Et donc, ça se fait. Enfin, après, moi, dans les exemples concrets que j'ai en tête, dans notre commune, on est en train de rénover un ancien bâtiment, enfin l'ancienne cure, dont on veut faire un habitat pour personnes à mobilité réduite. Et puis un gîte de groupe, on associe les citoyens dans les décisions qu'on a prises, qui n'étaient pas forcément polémiques, il y a plutôt une adhésion, mais quand même, on a mis en place un workshop participatif pour associer les habitants aux prises de décision importantes, aux étapes importantes de rénovation de ce bâtiment. Très concrètement, à un moment donné, l'architecte nous proposait de démonter tout un pan pour reconstruire un neuf. Et on trouvait que les habitants nous ont rapidement fait comprendre que ça détruisait une partie d'un patrimoine qui n'avait pas de valeur patrimoniale au sens premier du terme, mais qui a une valeur affective, historique pour la commune. Et du coup, on a changé notre fusil d'épaule. Et puis, on va organiser une semaine de workshop pour que les habitants s'approprient ce lieu, puisqu'il sera en gestion participative après. Mais aussi, il y aura des temps de construction du mobilier qui sera à l'intérieur du lieu. Et puis, comme on est dans le parc national, on veut valoriser particulièrement la ressource bois. Donc, il y a des outils. Mais c'est là aussi pas facile à mettre en place parce qu'on va le mettre en place. On a un village de 300, une commune de 350 habitants. Je pense que si on a 15 personnes qui participent à ces ateliers, on sera très content. Il faut faire de la... Les gens ont peur aussi de ce genre de choses. Il n'y a pas une appropriation naturelle et facile.
de ces outils. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler en amont, discuter, mais il y a quand même, je reviens à l'ambiguïté que j'évoquais au début. Ok, merci. Mais c'est de la volonté, quoi. Du coup, Rémi, j'espère qu'on a répondu à ta question. N'hésite pas à préciser si non. François souhaitait répondre à ma question. Du coup, François, j'imagine que tu demandes la parole et je vais te donner le micro. Oui, merci. On Vous t'écoute. m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. Juste pour répondre à ta question sur la collaboration avec les élus, moi je voulais faire part d'une expérience qui avait super bien démarré. Donc c'est notre maire, hein, je suis pas du tout de son bord, hein, mais il a souhaité mettre en place un groupe de travail biodiversité et avec un élu en charge de la biodiversité qui avait pour principal objectif, enfin, de me faire participer au groupe de travail, puisqu'il savait que j'étais bénévole à la Ligue pour la protection des oiseaux et que je pouvais apporter. Et on avait des réunions mensuelles, hein, avec les services développement durable, services des espaces verts et services techniques, hein, pour mettre en place des préconisations en faveur de la biodiversité. Et l'élu, on marchait main dans la main tous les deux. Je pourrais quasiment dire que j'avais les pouvoirs de l'élu, si on peut, hein, puisque c'est moi qui étais force de proposition. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est pour ça que vous n'en avez pas du tout parlé jusque-là, l'expérience a malheureusement capoté, tout simplement parce qu'en fait, alors le responsable des services techniques a changé et le nouveau n'était pas du tout intéressé par ça parce qu'en fait, il avait un peu l'impression qu'on empiétait sur ses prérogatives. Et donc, ils ont fait de l'obstruction complète. Hein, et finalement, au bout d'un moment, on s'est aperçu que nos réunions n'étaient pas suivies des faits. Hein, et c'est moi-même qui aurais dit, écoutez, on arrête là, c'est plus la peine, on perd tous notre temps. Donc, ce sur quoi je voulais insister, c'était sur l'importance aussi des services, hein, qu'il faut associer. Pourtant, on avait vraiment fait bien attention à les associer, mais ça n'a pas marché. Je pense que là, le maire a manqué effectivement peut-être de volonté pour mener un comité de pilotage qui vraiment vérifiait un peu la façon dont ça fonctionnait. Mais finalement, ça a capoté à cause des services et à la limite, pas des élus. Hein. Les élus étaient plutôt partants. Voilà ce que je voulais vous raconter. Bah, merci beaucoup. Et du coup, toi, si tu veux nous dire, genre, qu'est-ce que tu tires de cette expérience par rapport à je ne sais pas où tu en es dans ton collectif local, ou c'était pour l'instant un peu tout seul Alors, collectif local, alors on a une réunion lundi soir. En fait, on vient de créer un village des alternatives, Alternativa, ce week-end, et qui a mobilisé pas mal de bonne volonté, hein, y compris on a un mouvement Nouveau Volonté Coquelicot qui est fort sur Comble-la-Ville. Et donc là, il y a tout un réseau vraiment de gens qui en veulent. Lundi soir, on a une réunion justement où on doit parler de l'alternative territoriale et du pacte pour la transition, et on envisage de monter une réunion des réunions publiques de citoyens, en fait, hein, pour faire justement, enfin, vraiment complètement dans la démarche et faire des propositions à des élus. On n'en est pas encore à monter une liste citoyenne, j'aurais bien aimé, mais il faudrait un tête de liste et ça, c'est compliqué. On est sur une commune de 25 000 habitants. Il faut reconnaître que le métier de maire est dur quand même. Hein. Voilà, donc merci. on restera juste dans les préconisations. Bah, c'est le but du pacte pour la transition, de rester dans les préconisations et d'essayer d'échanger avec les élus sur le sujet. Est-ce que soit Elisabeth et Patricia ont quelque chose à rajouter sur l'inclusion des services ou d'autres sujets qui ont été apportés, soit je peux répondre à cette question de Jean Briac. Comment, donc il y a plusieurs questions. Comment co-construire un programme de transition dans une métropole comme Montpellier, où des intérêts politiques économiques sont peut-être plus importants avec du lobbying plus fort? Et comment exercer un contre-pouvoir auprès des élus difficiles à atteindre? Sur qui s'appuyer? Les centres sociaux, les syndicats, les acteurs économiques alternatifs, des idées pour fédérer tout ça. Donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est une question sur... des fois, c'est pas facile de co-construire avec déjà des élus qui ne le veulent pas, et quand dans une plus grande ville qu'une ville où on se connaît peut-être plus et où il y a vachement d'habitants et c'est difficile de reconstruire.
Bon, déjà, si Patricia ou Elisabeth ont quelque chose à dire, je peux vous laisser la parole. Nous, on essaie aussi de préparer des documents et d'essayer de vous accompagner sur comment aller échanger avec les élus. On va essayer de bientôt le publier pour vous donner des idées de stratégies à mettre en place. De toute façon, la première stratégie dont on vous a parlé, c'était d'aller échanger avec les élus et de leur proposer de se mettre d'accord sur des mesures à mettre en place au niveau de la commune à des niveaux d'ambition. Donc, de toute façon, c'est une première forme de co-construction. Et ça peut être mis en place avec si plus ou moins de soutien derrière le collectif, c'est-à-dire que peut-être que vous allez faire une pétition pour montrer que que vous n'êtes pas seulement peut-être un collectif de 10 personnes qui est motivé par mettre en place cette forme de transition dans la commune. Ça peut être d'autres formes de mobilisation. Je ne vais peut-être pas m'attarder parce que je le dirai mieux. On le dira mieux dans le document qu'on voulait vous proposer. Et voilà. Est-ce que je vous laisse compléter, Elisabeth, peut-être Elisabeth sur ce sujet? Ouais. Je te donne la parole. C'est bon? Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas la réponse à tout ça. J'ai juste en regard en fait des expériences qui préexistent dans parfois d'autres contextes en fait, hein, qui sont pas nécessairement des contextes français. Donc les cultures militantes, institutionnelles ou politiques, l'histoire est certainement différente. Mais du coup, ça résonne très fortement avec ce que j'ai vu très récemment à Belgrade, en fait, où tout le bord du Danube est aujourd'hui fait l'objet d'un projet énorme, en fait, de créer le plus grand mall, le plus grand centre commercial de toute l'Europe de l'Est, en fait, et qui se fait avec des intérêts financiers et des logiques de transparence qui sont pas forcément au rendez-vous, qui provoque en fait une expropriation un peu manu militari de la plupart des personnes du bord du Danube, et donc qui fait l'objet d'un travail en fait qui a mobilisé un collectif d'habitants, qui s'est soudé, qui a essayé de demander la transparence des documents, pourquoi on construit, pourquoi on exproprie, pourquoi là on est en zone inondable, pourquoi là on privatise un bord du Danube, et puis qui a débouché progressivement à des mobilisations de rues phénoménales en fait, donc à l'émergence quelque part d'une force habitante de contestation avec des moyens toujours très pacifiques en fait, et dans tous les Balkans, enfin lors du dernier Fearless Cities, donc ce rendez-vous itinérant des villes sans peur qui réunit en fait des villes refuges, des villes municipalistes, où justement on partage ces stratégies de mobilisation, d'action. Il y a eu tout un témoignage de ces pays des Balkans, et justement ces jeunes activistes, je dis jeunes parce qu'il est vrai que ça regroupe en fait quand même une tranche d'âge qu'on retrouve aussi d'ailleurs à Montpellier avec des gens tels que le mouvement Nous Sommes, qui aujourd'hui essaie justement d'interpeller par les élus à ce niveau-là, et pour des changements en fait plus vastes, et qui disent on a besoin de créativité, on a besoin de nous renouveler, on a toujours des modes d'action au feu rouge, d'interpellation, de publication, de réseaux sociaux, de manifestations dans les rues, et puis progressivement de repolitisation. Alors, ça ne veut pas dire forcément aller candidater aux élections municipales, ça ne veut pas forcément dire se présenter en tant que parti politique, mais comment on forge un mouvement populaire, comment on allie à ces combats-là une grande majorité de gens qui sont concernés, alors même qu'en face de nous, on a du lobbying, des intérêts financiers ou des centres de décision qui sont gigantesques face à nous. Donc voilà, enfin, j'ai pas de recette miracle. Je sais qu'à Montpellier, il y a des dynamiques qui ont cours aujourd'hui. Donc, moi, je connais ceux du mouvement Nous Sommes, mais ils sont pas les seuls, très certainement. Et puis, comment exercer un contre-pouvoir auprès des élus difficiles à atteindre? Ça dépend quand on est dans l'opposition ou quand on est à l'extérieur. Et là, encore une fois, les témoignages,
c'est un peu du travail, j'allais dire, d'arrache-pied continu, voilà où sont nos valeurs, voilà où est le processus démocratique, voilà à quel moment il y a opacité, voilà à quel moment il y a questionnement qui n'est pas pris en compte, voilà à quel moment on peut être force de proposition et interpellé par rapport justement à une proposition qui n'est pas forcément écoutée ou dont on ne tient pas compte. En tout cas, une chose est sûre, c'est que du coup, on est aujourd'hui dans un climat de crise de la représentation, qu'elle soit politique, mais qu'elle touche aussi le milieu militant, le milieu associatif. Et donc, avant, il y avait ces corps intermédiaires, les syndicats que vous mentionnez, les acteurs sociaux qui jouaient vraiment ce rôle. Je pense qu'aujourd'hui, ils restent vivaces sur les territoires. Il faut peut-être les réactiver autrement. Et je trouve que c'est une période qui est intéressante parce que justement, il y a des nouvelles façons de se mettre autour de préoccupations locales. Il y a des nouvelles alliances et ce jeu d'alliance aujourd'hui me paraît assez fondamental en fait. Et pour moi, c'est un peu la réponse qui est là, mais qui est en fonction de l'histoire, des territoires, des contextes, etc. Donc, j'ai pas de réponse miracle, j'ai juste des expériences qui peuvent parfois un peu aider à Zagreb, à Belgrade, et puis peut-être plus proche de nous sur des grands projets parfois inutiles ou autres. Ok, super, merci Elisabeth. Pour compléter sur justement travailler avec les autres tous les acteurs sur le territoire, c'est quelque chose qu'on préconise parce que Collectif Pacte, je ne sais pas si vous êtes quelqu'un d'isolé sur le territoire, vous n'étiez pas dans une association à l'origine, ou alors justement vous représentez une association spécifique du territoire et vous êtes saisi du pacte comme moyen pour faire avancer vos propositions. Mais quelque chose que nous, on trouve important, c'est de travailler avec le plus possible d'associations sur le territoire pour pas aborder qu'un sujet et pour avoir la légitimité à la fois de plusieurs personnes, mais aussi d'acteurs qui font des choses dans votre commune, votre intercommunalité, et qui veulent aller plus loin avec les élus. Et ça, en fait, je peux un peu vous refaire un retour aussi sur nous, le travail qu'on a fait au niveau national pour travailler avec le plus possible d'associations. Parce qu'en fait, nous, on est allé voir des associations qui allaient aussi avoir un projet pour les municipales parce que c'est une échéance qui s'approche et qui est importante pour la plupart des acteurs. Et en fait, on est allé voir beaucoup les associations pour leur demander ce qu'elles comptaient faire pour en fait essayer de faire quelque chose ensemble, de mettre en commun des moyens et d'avoir une unité en fait dans les propositions qu'on a. Donc, je pense que c'est un bon moyen d'essayer de mobiliser les acteurs pour leur demander ce qu'eux prévoient de faire, ce qu'eux ont envie de faire et ont comme projet. Et en fait, essayer derrière de co-construire et de voir, d'avoir un projet commun pour aller interpeller les élus et pour inclure les élus dans cette réflexion. Rémi nous dit, on parle beaucoup de la reconstruction avec les élus, mais aujourd'hui, l'idée du pacte, c'est de chercher à joindre tous les candidats en vue d'une co-construction future. Je veux bien que tu précises, mais en effet, donc on a essayé de vous parler de co-construction avec les élus, même si Elisabeth a parlé des Gronopolitains, donc, qui essaient de faire des propositions sur un programme au niveau de l'intercommunalité. Pour vous montrer ce qui est possible de faire et d'avoir en ligne de mire, en ligne de vue, des idéaux à proposer. On a parlé un petit peu avec Elisabeth aussi des pratiques à avoir sur le dialogue et ça commence déjà dans votre groupe pour ensuite proposer des choses similaires aux élus. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais vas-y, Elisabeth. Et ça me donnera le temps de réfléchir. Vas-y. Ouais. Alors, je partage une autre initiative en fait qui a lieu aujourd'hui en Vallée de la Drôme et du Diois
justement dans une perspective d'instaurer en fait la co-construction comme une pratique de dialogue déjà avec les futurs candidats, quels qu'ils soient au municipal, et puis comme attitude en fait à avoir pendant le mandat municipal et intercommunal. Donc c'est aussi à l'initiative un petit peu de ce qu'a vécu le village de Saillant, puisqu'ils sont trouvés bloqués par le niveau intercommunal très tôt dans leur mandat, ils sont trouvés marginalisés, et en fait il n'y avait pas du tout de cette démarche de participation qui était à cette échelle-là. Ils ont dit, pour les prochaines municipales, ils ont fait alliance avec un ensemble de communes et d'habitants en fait, de la vallée de la Drôme et du Diois pour en fait porter l'initiative d'une charte de la participation. Alors, je n'ai pas l'exact, je crois que c'est une charte de la participation citoyenne à faire signer à tout futur candidat à l'élection municipale, quel qu'il soit, dans la vallée, en fait, pour qu'il s'engage dans le cadre de son mandat et ensuite dans son futur mandat possiblement d'élus communautaires, à faire de cette attitude de co-construction et de participation citoyenne une base de son action, à la fois dans le temps de la campagne, comme ensuite dans le temps du mandat. Donc voilà, là aussi, je parlais tout à l'heure de maturité, prenant les pas un à un, enfin, il n'y a pas de découragement à avoir. C'est vrai qu'on est toujours sous la pression il y a l'urgence écologique, il y a l'urgence sociale, comment y répondre au plus vite. Mais voilà, il y a des territoires qui ont leur maturité. Là, le territoire de la vallée de la Drôme, il est un peu spécifique parce qu'il y a eu cette expérience à Saillant qui a aussi rayonné, qui a permis d'avoir cette alliance et de se préparer mieux pour ces prochaines municipales avec une logique qui prend celle de la vallée. Voilà, je la livre juste pour dire que c'est aussi une réponse, en tout cas une piste d'inspiration que moi j'ai en tête en écoutant en lisant plutôt votre question. Oui, en fait, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de vous montrer ce qui est possible au niveau de je me répète un petit peu, mais de ce qui est possible de faire la construction, parce qu'on est dans ce moment des élections municipales et que c'est un moment, et en fait, l'idée, c'est que pas que les élus signent des mesures, s'engagent et ensuite ne le mettent pas en place, mais c'est un peu de sensibiliser à un esprit de la co-construction à mettre en place avant les élections et pour que ça continue ensuite. Je vous propose, sauf si Rémi, tu lèves la main, je vais te donner la parole. Et juste après, si vous voulez réfléchir pendant que Rémi parle, s'il y a une ou deux personnes, on a encore 10 minutes, veulent faire un retour, pas forcément sur la démocratie ou la co-construction, mais sur où ils en sont dans leur collectif, ça nous intéresse. Et levez la main sur votre écran ou sur le chat. Tu peux parler, Rémi. Merci beaucoup. Tout d'abord, bravo pour tout le travail que vous faites. Ce n'est pas un simple compliment. C'est parce que je suis dans une commune de 70 000 habitants, je peux vous dire de la banlieue parisienne, grosse commune, je peux dire le nom parce qu'un collectif se met en place. On a eu malheureusement l'information un petit peu tard, mais donc on vient de démarrer. Notre première réunion a lieu le 18 octobre. Mais enfin, j'ai trouvé l'idée tellement intéressante que j'en ai parlé un petit peu beaucoup dans toutes les réunions, dans les amis, dans les associations, dans toutes les réunions auxquelles j'ai été, etc. Et au-delà de nous, il y a un noyau un petit peu dur qui est autour d'une association qui s'appelle Champigny en transition, qui est un petit peu en train de construire ça. Mais au-delà de nous, c'est des communes qui sont constituées de quartiers plus ou moins difficiles, etc., qui ont leurs propres problématiques et la même dynamique, c'est-à-dire que sans connaître la question du pacte pour la transition, ils soulèvent exactement les mêmes problèmes. Donc, je suis assez optimiste par rapport à ça et notre démarche, c'est vraiment d'aller travailler sur les propositions que vous avez formulées, plus 5 ou 6 autres qu'on trouvera, et d'aller les proposer à l'ensemble des listes candidates. La question, voilà, c'est là-dessus qu'on part. On vous en dira plus, comment ça avance, les difficultés qu'on trouve. Est-ce que c'est un simple enthousiasme et puis ça retombe? Mais enfin, c'est une idée assez formidable. La simple question que j'ai par rapport aux élus et cette idée de pacte, c'est qu'on peut faire signer un pacte sur 10, 15 propositions, mais c'est comment les faire un petit peu s'engager
dans ce pacte, dans un processus de co-construction. C'est-à-dire, vous voyez, ces petits outils, alors, parce que souvent il existe, il y a toujours au sein d'une municipalité comme la nôtre, il y a toujours des tas de réunions sur, il s'agit de rénovation, il s'agit d'une voie pour les transports en commun, etc. Et tout. Il y a plein de réunions qui se passent, mais souvent, on a l'impression que les choses sont déjà jouées, ces rôles ces réunions sont un petit peu formelles, voire obligatoires légalement. Ça, je fais référence, enfin, j'en appelle peut-être à Patricia si elle est encore là, ou à d'autres gens qui ont l'habitude. Mais comment, sur quoi soulever, voilà, les élus ou futurs élus, candidats, pour tisser déjà des liens et en disant, on peut dire, bon, on vous lâchera pas, on va vérifier, on va, etc. Mais comment concrétiser ça? Voilà, c'est un petit peu la question. Et quelles propositions faire par rapport aux élus? Alors, les outils sont pas là, etc. J'ai pas encore travaillé sur vos 32 fiches que je trouve formidables, mais voilà un petit peu le sens et un état d'avancement sur de notre groupe, et puis mais des préoccupations, voilà, actuelles. On en aura certainement d'autres en avançant. Voilà. Super, merci. Du coup, ouais, sur ce que nous, on propose, c'est à la fois beaucoup et aussi pas grand-chose, parce que nous, on propose un outil qui, derrière, va être approprié. Donc, c'est les 32 mesures avec les fiches techniques. Et dans les fiches techniques, sur, en tout cas, les propositions, c'est des niveaux d'ambition et des actions concrètes à demander de mettre en place aux élus. C'est répond à une partie de ta question. Et sinon, on propose, en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, un processus qui est d'aller échanger, de faire signer des pactes locaux qui seront derrière publiés sur notre site national pour mettre en avant ces candidats qui s'engagent. L'autre, voilà. Nous, on fait de la communication nationale, on va essayer d'en faire plus. Mais derrière, il faudra que ça soit complété aussi par l'action du collectif pour derrière, si les candidats les candidats une fois élus ne mettent pas en place ces mesures, pouvoir soit être impliqués dans ces décisions en ayant demandé en amont à être dans un collectif. Nous, ce qu'on propose, c'est un comité de suivi. Et si derrière ces choses ne fonctionnent pas, c'est faire pression en publiant le fait que ces candidats n'aient pas mis en place ces mesures. Et nous, on essaiera de l'appuyer. Donc, c'est à la fois pas mal et assez humble de notre part. Enfin, on essaie. Je relis les questions. Mais je vais donner la parole à iPhone. Je ne sais pas quel est ton prénom, mais je te donne la parole. Oui, c'est bon? Oui. C'est Patricia, en fait. Je suis passée sur mon téléphone. Voilà. Voilà. Et en fait, oui, j'ai répondu. Quand on est à l'échelle d'une petite commune, c'est quand même pas trop compliqué parce que, en fait, on est, pour le coup, proche des habitants tout le temps. Et si on s'engage, comme nous, on l'a fait, par exemple, dans notre commune, à faire deux journaux annuels et puis une réunion annuelle d'explication d'où on en est, c'est compliqué, ça serait compliqué de ne pas le faire parce que on est vraiment au contact permanent des gens et des individus, quoi. Donc enfin, voilà. Mais ça va là, c'est une petite commune. Donc, on t'entend assez mal. On voit les gens tout le temps. Bon, je t'entends assez mal, Patricia. Du coup, je vais... Enfin, encore une fois, donc, je vais répondre aux questions sur la communication nationale. Je vous jure, on travaille dessus. Pour préciser, nous, dans l'équipe, on est 4. Donc moi, Marie, Aliette et Théo. Et on travaille avec tous les partenaires, mais les organisations partenaires, mais qui ont aussi leur autre projet.
Du coup, on va communiquer auprès de la presse sur les réseaux sociaux, mais il faut nous laisser un petit peu de temps parce que c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment dans les tuyaux et on est vraiment en train de travailler dessus. Et je vais redonner la parole à Patricia. Et après, si tu voudras, en fait, il est 20h30, donc on va devoir, après la prise de parole de Patricia, finir tout ça. Et n'hésitez pas à nous envoyer des questions par mail ensuite. Ah, non. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ouais. Non, mais je ne sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, j'expliquais que dans des petites communes, la problématique, elle est quand même un peu différente. Mais je pense quand même que le temps d'avant les élections, un engagement, c'est un engagement. Et quand même, la signature de documents ou même des réunions publiques, les gens, ils en tiennent compte. Parce que donc, je pense que ça reste quand même un bon moyen pour faire avancer les choses et s'assurer qu'on prend en compte. Merci Patricia, je pense que c'est plutôt un bon mot pour la fin. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce 4e webinaire du Pacte avec moi, Marie, Elisabeth et Patricia. C'était très chouette. Et vous pourrez retrouver la vidéo sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des petits likes. Et vous pouvez toujours nous contacter par mail sur pact@transition-citoyenne.org et nous donner des nouvelles de votre collectif local, que vous soyez 1 ou 300 000. On a fait un petit framaform que vous retrouverez dans toutes les newsletters du Pacte. On aime bien savoir où vous en êtes pour pouvoir vous aider au mieux. Donc, bonne soirée à tous. Merci encore à nos 2 intervenantes qui étaient vraiment super. Et bonne soirée. Voilà, on peut tous au revoir.